Reconnue officiellement en tant que ville dans une charte de franchise de 1283, Oufalise est dans les années 30 une station touristique fort prisée. Le tram vicinal qui assure la liaison vers Bastogne n'y est pas étranger. Déjà à cette époque, la ville est appréciée pour ses bâtiments, dont les vestiges d'un château, sa gastronomie et ses belles randonnées. Grâce à la présence de l'eau et de forêts de chênes à proximité, des tanneries se sont développées dans la ville. On n'en comptait pas moins de 10 en 1889. À la veille de la Seconde Guerre, il en subsiste encore quelques-unes, bien que l'activité soit en net déclin. Dès le 10 mai 1940, Oufalise se retrouve sous la botte nazie pour 4 longues années. L'occupation prend fin le 10 septembre 1944 et la ville sort intacte de ces années sombres. Le 10 septembre 1944 est un jour d'allégresse. Qui donc, parmi la foule qui se presse ce jour-là pour acclamer les Alliés, peut imaginer un seul instant que la guerre reviendra 3 mois plus tard avec son cortège de destruction? Mais le 16 décembre, c'est la consternation. Les Allemands, contre toute attente, déclenchent une offensive en Ardennes. Le 20 décembre, ils réoccupent Oufalise, en force. Au cours des premiers jours de la bataille, la ville est épargnée par les combats. Toutefois, l'amélioration des conditions météorologiques met fin à ce calme précaire. Du ciel arrive bientôt la mort et le chaos. En effet, pour son malheur, Oufalise est un nœud routier particulièrement important pour les Allemands. Mais c'est au petit matin du 6 janvier qu'a lieu la frappe la plus violente et la plus meurtrière. Entre 3h30 et 4h du matin, la ville est attaquée par plus d'une centaine de bombardiers lourds de la Royal Air Force, dont chacun emporte environ 7 tonnes de bombes dans ses soutes. On croit toujours qu'on va passer outre des coups. Et l'abri a été nettement touché. Et la bombe en tombant dans un fond de l'abri a projeté un monticule de terre qui a enseveli presque toute la totalité des personnes qui étaient donc alignées les uns à côté des autres. Et c'était mon cas. Moi, je me suis trouvée nettement ensevelie et je me sentais très bien que la vie s'en allait. On est très bien, on ne souffre pas, on se sent nettement bien partir. On voit bien qu'on va mourir, on manque d'air, mais on n'en souffre pas. Il y a eu d'autres déflagrations qui ont déplacé, c'était ce qui fait qu'on est arrivé en surface et on s'est retrouvé à l'air libre, hein. Mais bien sûr pas tout le monde, puisqu'il n'y en avait plus que quelques-uns. Hein. Ça s'est passé le 26 décembre. Nous avons vu arriver les avions qui venaient par là. Ils sont allés tourner et puis alors ils ont commencé à lancer des chapelets de bombes. Et on a eu juste le temps de descendre à la cave et puis ça a été tellement vite. Pendant la nuit, il y a eu de nouveau un bombardement et toute la famille a été tuée. Ils étaient 17 dans la cave, ils ont été tués. Je revois ça comme si c'était maintenant. J'étais caché derrière la cuisinière, ma grand-mère derrière le divan. Et on attendait quand ça se passe. On est resté jusqu'au 6 janvier. Mais 6 janvier, à 5h du matin, il faisait clair comme en plein jour. C'était le plus gros bombardement où tout a été à peu près détruit. Alors à ce moment-là, nous avons dû quitter parce qu'il n'y avait plus rien, plus de toit, il n'y a rien de tout. C'était terrible. On ne souhaite à personne de voir ça. Et quand nous sommes partis, il y avait Lourdes qui brûlait avec les bombes incendiaires. On est venu déblayer aux morts. Alors on a retrouvé mon parrain qui avait eu comme un seuil de fenêtre qui était à travers. Il a été tué sur le coup. Le désastre est complet, tous les quartiers ayant cette fois été touchés. On relève près de 120 victimes pour cette seule nuit.
sur un total d'environ 200 pour l'ensemble des bombardements. Le matin, après cette nuit-là, il n'y a plus de ville. Au lever du jour, un silence lourd et pesant recouvre les lieux. Une seule nuit a suffi pour rayer de la carte un centre touristique riant. Les rues bordées de maisons ont disparu, les tanneries aussi, ainsi que tous ces lieux de rencontre que sont les auberges, les hôtels, les restaurants. L'église est à ciel ouvert. La ville est ravagée, anéantie. Elle n'est plus qu'un site chaotique, traversé par les eaux boueuses de l'Ourthe, qui, ça et là, est sortie de ses berges. Peu de maisons restent debout, plus aucune n'est habitable. Il ne subsiste que des pans de murs branlants, des façades meurtries, des toits effondrés et des caves où s'entassent pêle-mêle les morts, les blessés agonisants, les survivants hébétés. Ceux-ci errent, perdus dans les ruines. L'entrée de certains abris est bloquée. Des emmurés pris au piège crient, exprimant leur angoisse. On extrait des décombres des corps meurtris. Combien étaient-ils ceux qui, par nécessité ou pour toute autre raison, avaient choisi de rester à Oufalise et qui y demeuraient encore avant cette nuit tragique, terrés dans des abris souvent précaires? Des familles entières sont anéanties, comme si elles n'avaient jamais existé. Les survivants sont réduits à partager l'inconfort de refuges plus ou moins habitables. Les restes de nourriture, un matelas, une couverture, quelques vêtements. L'hiver, particulièrement rude, aggrave leurs souffrances. Les premiers à venir en aide aux sinistrés sont les Américains. Ceux-ci reprennent les ruines de la ville le 16 janvier 1945. Ils agissent surtout dans le domaine sanitaire, s'occupant des blessés, en les soignant sur place ou en les hospitalisant. Ils partagent en outre leurs rations avec la population. La Croix-Rouge intervient avec ses modestes moyens, puis une aide plus importante s'organise de l'extérieur, plus ou moins massive, émanant de villes épargnées telles que Schaerbeek, qui adopte Oufalise, et ne cesse toute l'année 1945 d'amener des outils, du linge, du mobilier, des vivres. L'offensive laisse derrière elle une situation de chaos général et une multitude de sinistrés. Le premier travail consiste à déblayer les routes des ruines, à abattre les morceaux de murs menaçant de s'écrouler, à évacuer les décombres. Les autorités acheminent des baraquements pour reloger les survivants. Le confort de ces demeures provisoires est très sommaire. Évidemment, pas de salle de bain. Quant aux toilettes, on leur trouve une place à l'extérieur. Ces pavillons ne sont pas conçus pour résister aux hivers ardennais. Peu isolés, ils laissent facilement entrer le froid et l'humidité. Ils ne sont pas réservés au logement. Il existe un baraquement abritant un magasin d'alimentation. Un autre fait office d'église. Un autre encore constitue la maison communale. 2 baraquements accueillent écoliers et écolières, pas pressés d'abandonner l'école buissonnière à laquelle les événements les ont forcés. Certains sont même convertis en café ou en jeu de quilles. Il faut dire qu'après 4 années de guerre et le cataclysme de la bataille des Ardennes, la jeunesse aspire enfin à se distraire. Près de 200 baraquements surgissent de terre à Oufalise, à tel point que la ville est surnommée un temps la ville en bois. Vient enfin le temps de la Renaissance et de la reconstruction. Celle-ci ne démarre vraiment qu'en 1947, après qu'aient été surmontées les difficultés administratives et financières, ainsi que la pénurie de main-d'œuvre et de matériaux. Il y a maintenant longtemps que les bruits de la guerre se sont estompés. Bien qu'ayant été redessiné fondamentalement, Oufalise est redevenu un endroit accueillant, prisé des touristes et des randonneurs. La ville n'oublie pas son passé douloureux, mais elle se veut maintenant en paix avec celui-ci et est résolument tournée vers l'avenir.